Il a fallu que je devienne à mon tour maman pour m'en apercevoir. Comme beaucoup d'enfants autour de moi quand j'étais petite, et comme beaucoup d'amis aujourd'hui, nous avons eu à peu près le même schéma familial. On a grandi ainsi, mais c'était également ce qu'on nous montrait à la télé et dans les livres. Nos pères ont eux aussi grandi avec ce schéma de vie et d'héritage patriarcal. J'aurais aimé m'adresser à la petite fille que j'étais, mais je crois qu'elle ne m'aurait pas cru quand je vois les nouveaux papas d'aujourd'hui. Alors, les mamans ont-elles laissé plus de place au sein du foyer, plus occupées aujourd'hui à se libérer et travailler? Les hommes ont-ils pris conscience que l'éducation de leur enfant passait aussi par leur présence au foyer et dans les activités quotidiennes? N'y a-t-il pas finalement une évolution de la vision de la parentalité? Une prise de conscience liée à l'importance de la place de chacun au sein de la société? Une remise en question? Ou tout simplement un naturel protecteur qui irait bien au-delà des clichés de virilité ancestraux? Plus que de m'en apercevoir, j'ai voulu me le prouver. J'ai souhaité les interroger, ces jeunes papas, et apaiser la petite fille en moi. Ils sont 6 et ils m'ont raconté leur histoire. Il y a un bouquin qui s'appelle Tout se joue avant 6 ans, mais je pense que les fondements de l'être, ils se construisent vraiment dans les premières années de développement. Et aujourd'hui, aussi bien moi d'ailleurs que mon frère, on dit la même chose à nos parents, on se rend bien compte de la chance qu'on a eue. Je m'appelle Nicolas, je suis papa de Jeanne qui a 17 mois. Je m'appelle Léo Romain, j'ai 34 ans et mon fils s'appelle Max. Je m'appelle Fred, j'ai 39 ans, j'ai une fille qui a presque 3 ans. Je suis Rémi et je suis papa d'un fils de 5 mois bientôt. Je m'appelle Loris, je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Joachim, qui va bientôt avoir 9 mois. Moi c'est François et papa de 2 jumelles de 6 ans et demi. L'image du père, c'est ça, c'est le gars qui va bosser avec son attaché case et son costume cravate et qui rentre à 19h, le dîner il est prêt et voilà. Je dis pas que c'est pas mon image idéalisée, ça c'est certain, mais en tout cas c'est l'image que j'en avais. Et si je dois représenter un cliché du père, ce serait un petit peu ça. Disons que le père pour moi c'est pas forcément c'est pas un pédagogue ni un psychologue, quoi. Il est un peu à côté de ça. Et c'est pas non plus quelqu'un qui fait des démonstrations affectives fortes. Franchement, j'ai eu un schéma parental vraiment à équité, quoi. Tu vois, je dirais mes parents, c'est un peu dans le sens des parents qu'on est un peu nous aussi, où on se partage les tâches. Il n'y a plus la mère qui s'occupe que du gamin et le père. Moi, c'était pas du tout ça, quoi. Mon père, c'était à la fois, je pense, comme tous les pères, l'autorité, hein, parce que quand il donnait de la voix, tout s'arrêtait d'un coup. Comme tous les pères, ils ont ce pouvoir extraordinaire, les grosses voix qui portent. Et surtout, beaucoup d'amusement. Parce que mon père il jouait beaucoup avec nous, il travaille encore avec les enfants. Il adore le contact des enfants, les échanges, parce qu'aussi les enfants, ils nous font grandir, mais ils nous font rester aussi jeunes et ouverts, parce qu'ils ont des réflexions hyper pures, quoi. Il est mort quand j'avais 5 ans, j'ai pas trop de souvenirs d'interaction avec mes parents par rapport à nous, donc j'ai plus des souvenirs qu'avec ma mère. Moi, j'avais pas ce repère, cette référence. Donc le père, je savais pas du tout en quoi ça consistait, comment j'allais pouvoir le vivre. Ouais, moi je considère que c'était présent. Après mon père, il y a eu des périodes où il voyageait beaucoup pour son travail. Ça n'a jamais été un sujet. C'est-à-dire que papa il voyage pour le travail, et ce qu'il y a à faire. Mais ça fait partie. Je pense que ça fait partie de l'éducation que nous ont donné nos parents. Ma mère rentrait tous les soirs à 18h, elle était à la maison, etc. Mon père pouvait rentrer plus tard, etc. Mais ça n'a jamais été un sujet, un trauma, une angoisse, quoi que ce soit. Mon père s'est toujours caché derrière l'humour. Et je remarque aujourd'hui au quotidien que j'ai tendance à me comporter un peu pareil. Et c'est pas que c'est mal d'avoir de l'humour, et c'est pas que c'est
c'est quelque chose de plutôt agréable, quelqu'un qui a de l'humour, je pense. Mais c'est que, en fait, je fais attention à ce que ce soit pas systématique dans mes rapports à ma compagne ou aux autres gens. Et en fait, je remarque que j'ai beaucoup tendance j'ai une facilité, on va dire, à me cacher derrière l'humour, qui me vient de mon père, clairement. Ma mère, elle l'envoyait quand elle n'arrivait plus à avoir le contrôle sur moi. C'est pas elle qui venait m'en coller une, elle demandait à mon père discrètement de le faire. Et j'ai des plans comme des images, j'ai des images de ma mère, par exemple, il y a mon père à côté d'elle, elle fait comme ça, mais genre discrètement, comme si je me rendais pas compte qu'elle était en train d'envoyer mon père m'en coller une parce qu'elle voulait pas que j'ai le souvenir que c'était dû à que c'était elle, quoi. Euh, voilà. Mais sinon, globalement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo. Et je me rappelle de ça parce que je me suis pas mal croûté. Et c'est vrai, je me rappelle exactement à l'endroit où il m'a appris à faire du vélo. C'est marrant. C'est marrant, ce souvenir me revient maintenant. Donc ouais, c'est vrai, j'aimerais bien, comme mon père a fait avec moi, lui apprendre à faire du vélo. Ils nous ont amenés jusqu'à un point où après on se lance, mais la rampe de lancement, voilà, je considère qu'il y a eu vraiment des efforts, peut-être des sacrifices, je ne sais pas dans quelle mesure, mais pour nous mettre dans les meilleures conditions pour réussir en tant qu'adulte, en tant qu'individu à l'âge adulte. C'est une période où j'avais besoin d'un peu d'aide de la part de mes parents, j'en ai eu de la part de ma mère, et mon père a complètement fermé toutes les vannes affectives et de l'ordre du soutien psychologique. Ma mère m'aidait comme elle pouvait, et mon père, en gros, voulait pas trop en entendre parler, quoi. Mes parents nous faisaient confiance et ça c'était essentiel. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de trahir. Parce qu'on sait à quel point c'est précieux quand on a la confiance de ses parents. Et que si on trahit cette confiance, avant de la regagner, il va se passer beaucoup de temps. Ça va être très très long. Et du coup, ça a été bâti vraiment là-dessus, je pense. Ils nous mentaient pas, à part pour le Père Noël, bien sûr. Une petite fille qui est très vivante, comme beaucoup d'enfants. Elle aime bien rire. Sa mère et moi, on est quand même pas mal. On est sacrés plaisantins. Et donc, du coup, je pense qu'elle a pris un petit peu de ça. Elle commence déjà à comprendre le second degré, les moments où on fait des blagues. Elle comprend que c'est des blagues. Elle utilise le mot blague. Se jouer à la bagarre. Jouer à la bagarre. Donc, la bagarre, évidemment, on se met pas des grosses droites dans le nez, mais on fait des galipettes. Même si on n'est pas à l'abri de se prendre un coup de tête par son enfant, bien sûr, accidentellement. Là, elle a un âge où elle se rebelle pas mal, donc j'ai un martifouet à clous. Un martifouet piquant. Alors ma fille, elle a 17 mois, elle marche, elle galope partout, elle court pas encore, mais je pense qu'elle y est pas loin parce qu'elle accélère vachement. Et elle grimpe partout, elle aime bien monter, elle aime bien essayer d'aller le plus haut possible, elle est très curieuse, donc elle attrape tout. Des fois elle attrape des couteaux, donc c'est dangereux, mais non, mais elle attrape plein de trucs, elle peut monter sur une chaise, puis sur une table, puis essayer de monter à l'étagère pour essayer de prendre des livres et tout balancer par terre, ça elle adore, c'est génial comme jeu. Charlotte va démarrer l'histoire et elle va construire l'univers, et après Clémence vient s'insérer dedans. Charlotte, il y a cette capacité à peupler un univers, et ça c'est assez magique. Elle a une exigence avec elle-même, et là c'est un truc sur lequel voilà, j'essaie d'être vigilant parce que elle est extrêmement exigeante. Mais je pense que c'est peut-être l'être le plus exigeant que j'ai croisé. Essayer de gérer ça, parce que les absolus que tu peux te poser étant enfant et qui peuvent être atteignables, après c'est plus compliqué.
Et il faut savoir vivre avec sans que ça soit une frustration permanente. Il a déjà bien intégré le non. On le dit beaucoup, parce que forcément, comme il est mobile, il a tendance à vouloir attraper des choses, toucher à tout, les prises, la terre, les tiroirs, etc. Bon, il n'a pas encore conscience du danger, donc c'est à nous de veiller sur lui et de lui mettre les limites pour pas le mettre en danger, même quitte à le frustrer et à le vexer, mais c'est aussi important qu'il apprenne ça, parce que ça fait partie de la vie, quoi. Moi, je me marre parfois quand il est vexé, c'est peut-être un peu cruel, mais je sais pas, il est tellement mignon quand tu lui dis non et qu'il fait sa petite bouche comme ça. J'ai envie de me marrer, je peux pas me marrer devant lui parce que sinon je pète toute l'autorité. Mais en même temps, c'est drôle, c'est assez rigolo de voir que profondément, il le vit comme une déception, il va chercher un petit peu à droite à gauche du réconfort s'il n'y a pas quelqu'un qui approuverait ce qu'il a fait et qui pourrait lui donner un oui au lieu d'un non. Il est plutôt facile à vivre quand même. Il aime bien rigoler. Alors après, voilà, je pense que c'est c'est tous les enfants. Alors moi, j'adore faire le clown, donc j'essaie de le faire rire au maximum. Il aime bien rire, il aime bien... il est râleur, j'ai l'impression. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il est fatigué, il râle. Donc moi, je trouve ça bien parce que c'est sa manière de communiquer et nous, on comprend tout de suite. Bon, bah, il est là, on sait qu'il est fatigué. Là, on sait qu'il a faim. Il pleure pas forcément parce qu'il a faim. Il va avant râler, montrer qu'il est pas content. Et il est très expressif. Donc tu vas le voir sur son visage, voilà, qu'il est pas content. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas un bébé qui pleure, on a un bébé qui s'exprime vraiment. Lui, il est drôle, il sourit, il a le smile, il est cool, il est grave cool. Bon, de temps en temps, quand il est fatigué, il est relou, mais comme n'importe quelle personne, comme nous, on est relou quand on est fatigué. Mais il est, ouais, non, il est hyper facile. Les autres, c'est ce qu'ils nous disent, ceux qui le gardent. Ma mère, j'ai une copine qui est venue le garder et tout, il dit putain, c'est ouf comme il est facile. L'assistante maternelle, pareil, il est hyper curieux. Moi, je pense qu'il a de la vanne, hein. Je pense déjà qu'il a de l'humour, hein. Il a déjà des trucs, hein. Ouais. Clémence, c'est autre chose. Il y a un côté bon vivant. Elle a 6 ans, elle a 6 ans et demi, mais elle peut te faire une vraie bonne vanne. Une vraie bonne vanne. Mais comme t'en attendrais d'un adulte, c'est le bon mot. Vraiment, elle a cette capacité-là. Elle est... et puis, ouais, c'est un bonheur. Quand elle est contente, elle dégage un truc. Ça, elle l'a hérité de sa mère. Mais vraiment, elle a une capacité à rayonner qui est assez magique. Elle est très sociable. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça sociable à cet âge-là, mais elle n'a pas peur des gens. Hier, on était au parc, il n'y avait que des enfants qu'elle connaissait pas, qui sont pas ses copains de chez la nounou et tout ça, habituels. Et elle va vers les gens. Bon, ils sont beaucoup plus grands qu'elle, donc ils sont plutôt sympas avec elle et tout. C'est le bébé et tout quand elle est là. Mais elle va vers les autres enfants. Elle parle assez vite, elle fait coucou aux gens comme ça dans la rue quand je la pousse sur la poussette. Elle fait coucou à tout le monde. Les gens ils font coucou, c'est sympa. Le ski nautique, le saut en parachute, ouais, j'aimerais bien. Non, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Alors si, ouais, bon bah je suis architecte, donc j'aime bien faire des petites maquettes, ce genre de choses. Donc j'ai hâte qu'il soit assez grand pour qu'on puisse faire des petites maquettes ensemble. En plus, je pense que ça va l'éclater. Faire des cabanes, pareil. Je vais dessiner des cabanes et puis on va les fabriquer ensemble. Elle joue avec Batman et Robin. Parce que son père lui a montré les épisodes de la série de 66, là où ils sont au collant et voilà. Donc du coup c'est son repère Batman. Donc voilà, plus ou moins consciemment, j'ai formé ma fille à aimer Batman. Donc elle adore Robin, ça c'est pas moi qui l'ai décidé. D'ailleurs dès qu'elle voit Batman, elle demande où est Robin. Donc j'essaie de lui expliquer que Robin il n'est pas toujours là.
Je lui expliquerai le plus tard possible que Robin a été tué par le Joker qui lui a explosé la boîte crânienne avec un pied de biche. Je pense qu'elle n'est pas prête. Par exemple, un matin, il s'est réveillé un peu tôt, j'étais réveillé un peu tôt, Candy elle dormait. Bon bah, une fois qu'on a pris le petit déjeuner, je l'ai pris en porte-bébé, puis on s'est promené dans le jardin. Il s'est endormi, enfin ça c'était vraiment chouette, moi j'ai bien aimé. On n'était pas pressé, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de nounou. On a pris le temps, on était à notre rythme, il a choisi de se rendormir, il s'est rendormi. Je l'emmène en terrasse. C'est hyper important parce que moi j'aime bien quand même les terrasses et l'alcool. Et donc j'espère qu'il soit avec moi, qu'il se calme, tu vois, qu'il puisse rester. Non, ouais, bah, c'est ça qu'on fait. Je suis parti 3 fois de suite, vraiment à une terrasse avec lui en poussette. Et il y avait d'autres gens et il kiffe voir les gens. Donc voilà ce que je fais, c'est que j'ai envie de continuer à le pousser à aller voir des gens. J'ai besoin qu'il voit d'autres gamins, d'autres visages. Je sais pas, je trouve ça trop. Il a le smile dès qu'il voit des gens, donc bah ouais. On fait ça, après, bah là, il a 11 mois, donc c'est assez limité, hein, les activités. Mais de voir qu'il bouge, qu'il commence à se lever et tout, moi je suis un peu fier, quoi, tu vois, parce que c'est des activités. Je sais pas, je trouve que ça, il évolue bien et c'est un plaisir de le partager avec lui, quoi. De lui apprendre, voilà. C'est la première fois qu'il m'a chié dans la main. C'était, c'est un peu, ça surprend, hein. C'est, voilà, je suis en train de le changer et je le vois pousser et donc là tu te dis bon, d'accord, non, pas maintenant et voilà, bah c'est assez, je pense qu'il faut le vivre, c'est c'est sympa. Non, mais sinon, tous les moments alors des moments difficiles bien sûr quand il pleure et que tu comprends pas trop, donc au début, voilà, t'es un peu perdu, mais on va dire 90% de bons moments, c'est tous les moments, quand il se réveille le matin, qu'il te regarde et qu'il rigole, qu'il sourit, quand tu joues avec lui, voilà, quand il sourit, qu'il rigole, quand il joue avec sa maman et qu'il est mort de rire, c'est génial. On joue à cache-cache, même si voilà, elle compte de manière approximative, puisqu'elle compte de la manière suivante 1, 3, 6, 12. Voilà, 1, 3, 6, 12, et vous avez exactement 4 secondes pour vous cacher. Généralement, elle choisit la pièce où vous allez vous cacher également, ce qui est un peu compliqué pour se dissimuler. Voilà. J'ai pas mal de copains qui sont papas et on a l'air d'être tous un petit peu dans cette veine-là, quoi, je dirais, de passer du temps, déjà, avec son enfant, ouais, de noter, enfin, d'être capable de se dire, tiens, maintenant, elle fait ça et tout ça, ou il fait ça. Enfin, c'est pas tout le monde, mais c'est la plupart des copains qui sont papas, ouais, qui font attention à tout ça, donc au progrès de leur fille ou de leur fils. Pendant la grossesse, je sais que plus il y a été détendu et, euh, et plus lui, ben, plus la grossesse allait bien se passer. Donc voilà, je prenais soin de Cilia parce qu'en plus, voilà, je voulais qu'elle soit détendue aussi pour elle. Et je savais que ça impactait le bébé qui était dans son ventre. Mon premier souvenir de cinéma, c'est La Belle au bois dormant. Et c'est quand la sorcière se transforme en dragon et il y a la forêt de ronces et il y a le chevalier qui vient et qui coupe les ronces. Bon, ça, c'est un truc de garçon. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai vu ces Disney-là, c'est moi qui fais le ménage tous les week-ends. Et je vais te dire, histoire intéressante, un jour j'étais en train de faire le ménage et il y en a une qui s'approche qui me dit « Je peux regarder ?» Je dis « Ouais, si tu veux, c'est pas passionnant, mais si tu veux. » « Non, parce que comme ça, tant que je serai tout seul, je saurai faire le ménage. » Bon, là je me suis dit « Yes, il y en a un, il sait pas que je voulais savonner la planche parce que c'est lui qui va faire le ménage, parce que pour elle, c'est papa qui fait le ménage. » Moi, j'ai des potes où c'était un schéma très classique. Le père bossait beaucoup, la mère beaucoup à la maison. C'est pas du tout le modèle que j'ai eu. J'ai l'impression quand même que, et heureusement, que les femmes prennent de plus en plus leur place euh, dans la vie professionnelle et tout. Et donc, du coup, passent moins de temps à la maison et les pères sont obligés de contrebalancer. Et tant mieux, ça s'équilibre. Je ne suis pas devenu ce cliché d'homme qui rentre avec un attaché case et son costume 3 pièces avec sa famille autour de la table ronde et le chien et les 2-3 enfants.
C'est moi qui vais chercher ma fille à la crèche, c'est moi qui lui donne à manger, qui la met en pyjama et qui la couche la plupart du temps, parce que ma compagne rentre un petit peu tard du travail, ce qui me pose aucun problème. J'aime bien participer aussi. Enfin, c'est chez moi en fait aussi, hein, donc je suis aussi concerné par tout ce qui est tâches ménagères, entre guillemets, que Candy peut l'être. On est deux, enfin trois, mais on est deux adultes sous le même toit. C'est à nous de faire en fonction du temps et de l'énergie qu'on a à ce moment-là, quoi. C'est pas plus à elle qu'à moi de le faire. Dès que je rentre, je prends le relais au maximum. Alors souvent, des fois, je rentre, il dort. Donc on essaye de faire au maximum. Enfin, moi, je sais que la maman, elle l'a 24/24. Donc dès que je peux la soulager, je le fais. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait passer du temps avec mon petit. Donc, Globalement, maintenant, en fait, le fait d'avoir un enfant m'a donné un rythme, en fait. C'est-à-dire que avant, je pouvais travailler 15 heures par jour sans problème. Je regardais pas, je faisais pas gaffe à la fatigue. En fait, maintenant, il y a quand même un... Ouais, j'essaie d'être chez moi le soir à 18-19 heures. Le matin, c'est moi qui l'amène en général. Parce qu'en ce moment, ma compagne a des horaires voilà, qui sont un peu décalés. Donc c'est moi qui l'amène, c'est moi qui vais la chercher. Et ça marque le début et la fin de ma journée de travail. Pour moi, il n'y a pas de compensation. J'ai pas une calculette de ah ouais, j'ai passé trop de temps et du coup, c'est pas bien, du coup, je vais passer beaucoup plus de temps. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Alors, peut-être que voilà, d'ici quelques années, je te dirais, bah, j'ai la chance d'être dans un travail où j'arrive à tenir cette équipe, mais ça tient aussi des individus. Il y a un moment, je vais m'arrêter et je rebosserai une fois qu'elles seront couchées. Donc il y a des moments où bah, c'est transparent pour elles. On nous donne des modèles qui sont figés. Depuis des années, ça n'a pas bougé, c'était tout le temps ça. L'homme travaille, la femme reste à la maison. Ça a toujours été quand même de manière très basique, hein. Ça a été beaucoup ça. Et tu fermes ta gueule. Il n'y a pas de... Tu vois. Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui, tant mieux que les femmes, elles parlent beaucoup déjà. Mais... non mais tant mieux qu'elles prennent plus de place. Moi je trouve, bah je sais pas, on ferait pas grand chose sans l'un et l'autre. Au même titre que nous, on a notre place, mais bah ouais, faut égalité. Ça a été dur peut-être à un moment donné pour les femmes de se dire bah moi je décide de grimper la hiérarchie, d'avoir un poste important, et ça peut être tout aussi la même chose pour un père qui dit bah j'ai décidé de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants. Et je pense qu'il y a un échange, une ouverture, même j'allais dire à la spiritualité, mais d'un peu plus bah ouais, j'ai envie de passer du temps avec mon enfant plutôt que de laisser sa mère s'en occuper pendant que je regarde le foot avec les copains. Même si là je prends un exemple cliché qui n'est pas forcément stricto sensu la réalité, car oui, effectivement je parle latin couramment. Je suis hyper fier de ce que mes parents nous ont apporté. Je pense, j'ai jamais été en conflit avec mes parents. Donc tu vois, je trouve qu'on a eu une éducation qui était trop bien, quoi, à ce niveau-là. J'espère pouvoir lui donner la même chose, ouais, dans les valeurs. Il y a des choses sur lesquelles je transigerai pas. J'ai déjà des trucs en tête puisqu'on va avoir des conflits à des moments. les valeurs basiques, hein, la gentillesse, la générosité, la compréhension surtout, ça c'est important. C'est-à-dire comprendre les choses qui se passent, comprendre les autres, ça te permet je pense, de toi pardonner un peu plus, d'être moins haineux, d'être moins en colère. Donc voilà, ce genre de choses pour qu'il ait la vie la plus paisible possible, je dirais. Pour moi, il y a une question de transmission. Transmettre un certain nombre de valeurs. Et le fait de voir si ces valeurs-là seront aussi transmises à la génération encore d'après permet de se dire
bon, ok, on s'est compris ou ah, il y a un truc qui a changé, je sais. Et me connaissant, je vais bien me prendre la tête dessus. Ça m'empêchera pas de vivre, continuer à vivre, d'adorer mes filles, mais voilà, où est-ce qu'on a merdé? J'ai compris avec le temps qu'il m'avait manqué des choses, très certainement des explications, peut-être une confrontation au monde extérieur un peu plus forte. Euh, je le vois pour ma fille qui, en étant en crèche, a été socialement mélangée à d'autres cultures et à d'autres personnes très jeunes. Euh, et en fait, je pense qu'il y a un vrai ancrage psychologique chez l'enfant qui le sociabilise et qui peut-être empêche une appréhension du monde extérieur. Être ouvert et savoir qu'il y a autant de caractère et de goût et de personnalité que de personnes sur Terre, ça, ça t'aide à admettre que tu n'es pas le centre du monde et que tu ne détiens pas la vérité et que ce que tu ressens toi, c'est pas forcément ce que ressent l'autre. C'est pas pour ça qu'on est tout à fait différent ou incompatible. On peut juste accepter que l'autre il pense pas comme nous et on n'est pas obligé de vouloir changer son opinion à tout prix, quoi, le convaincre, juste l'accepter, l'entendre et puis voilà. Il y a des choses que j'essaie de reproduire. Clairement, le côté ouverture, euh, ouverture culturelle, j'essaie vraiment de le reproduire. Le côté les amener dans les meilleures conditions à un âge où elles prendront leur indépendance intellectuellement, puis financièrement, euh, et amener ça dans les meilleures conditions avec un bagage qui leur permette d'avoir un œil critique, un avis un peu éclairé. Essayer tous les soirs de leur lire 1, 2, 3 histoires. Déjà baigner dans un univers où le littéraire est présent et qui permet d'ouvrir des portes. Essayer de varier les musiques que j'écoute pour que voilà, il en reste quelque chose. Varier les supports. J'ai des vinyles, des 45, des 33, des CD, des trucs sur le téléphone ou sur la tablette. La variété des supports, il n'y a pas qu'un seul vecteur d'ouverture à d'autres choses. D'être bienveillant, d'être bienveillant vers les autres, de pas être dans le jugement ou dans, tu vois, de pas être méchant, quoi. Ça, c'est important pour moi. De kiffer les autres. Je trouve que c'est la plus grosse valeur. Enfin, j'aimerais, si je peux lui transmettre un truc, c'est kiffe les autres. N'aie pas peur des autres, quoi. Parce qu'ils peuvent t'apprendre des choses et parce que ça va te faciliter la vie. Parce que si t'es dans la crainte de l'autre, t'avances pas, quoi. C'est ça aussi qui me faisait peur dans l'éducation de ma fille, c'est de ne pas voir ce qui va pas. Mes parents, ils ont souvent été dans le déni des choses qui n'allaient pas chez moi. Et je veux surtout pas être dans un déni face à mon enfant. Je saurais pas tout. Il y a des choses par fierté ou pour d'autres raisons qu'on ne dit pas à ses parents, par pudeur. Moi, j'ose espérer que ma fille arrivera à me parler ou alors qu'elle arrivera à parler à sa mère. Mais en tout cas, ça fait partie des principes éducatifs. Je lui ai déjà dit, hein, même à son âge, à 2 ans et demi, parce que je pense que c'est une idée qui peut s'ancrer comme une petite graine qui germera avec le temps, de comprendre qu'elle peut nous parler, même si, voilà, et on arrivera au moment de l'adolescence où il y aura peut-être une rupture qui se fera, j'en sais rien, mais en tout cas, essayer de cultiver la communication et qu'elle comprenne que les problèmes relationnels ou autres peuvent être exprimés au sein du noyau familial. Ça joue vachement sur la confiance en soi et que le fait d'être soutenu par ses parents peut être décisif à certains moments de la vie, enfin à plein de moments en fait de la vie. Et j'ai l'impression que voilà, ça peut être difficile de manquer de, de- de proximité. En fait, comment je vois ça? En fait, j'ai l'impression que quand on éduque un enfant, la plupart du temps, c'est plutôt cool, c'est plutôt
sympa, voilà. Donc en fait, on met en place des habitudes et à des moments, il va arriver des crises. À un moment, elle va se fâcher avec quelqu'un, avec ses copines. À un moment, elle va avoir un amoureux qui va peut-être la quitter. À un moment, elle va échouer à un examen, des trucs comme ça. Et en fait, euh, enfin, je veux pas être envahissant dans sa vie, mais je veux juste qu'elle sache qu'on est là au cas où, en fait, voilà, que je suis là au cas où. Voilà, enfin, c'est ce que j'essaye en tout cas euh, c'est comme ça que je me projette dans l'éducation de ma fille et de mes autres enfants, si j'en ai d'autres. Et je me suis dit, pourquoi le gamin dans la cour de récré, lui, il fait chier tout le monde, il persécute les autres. Je pense que ça peut venir de là. Ça peut venir d'un gamin qui n'a pas eu le réconfort dont il avait besoin et qu'il répercute ça comme ça. Donc je me suis dit, d'où ça vient ces enfants méchants et pourquoi il y a certains qui sont méchants et d'autres, t'as toujours dans la classe, ce classement, on va dire, des côtés, les groupes de méchants, les groupes de gentils qui se font persécuter. Et ouais, je me suis posé la question, et ça pourrait venir de là. Un enfant qui est pas bien, qui a pas été, qui a pas reçu l'attention dont il avait besoin, bah, il y a un peu un manque, une jalousie, un truc un peu de colère en fait qu'il a enfoui. Et peut-être que le traumatisme justement, ben, il est là, il est au fond, et c'est une boule noire. Et elle s'exprime de plein de manières différentes. Ça peut être après plus tard à l'adolescence où il est complètement déprimé. Ça peut être. Donc voilà, moi c'est ça que je veux éviter. On n'a pas eu un père qui nous a dit ah, t'es nul là-dedans. C'est pas grave, t'as envie de faire autre chose, fais autre chose. C'est pas une fin en soi. Tu vois? Et ben moi j'ai envie de lui donner ça. Si ça se trouve, ça le fera chier le sport, tu vois. Je pense pas, parce que je vais lui amener la notion de plaisir et pas de contrainte. Enfin, j'espère. Mais parce que nous, ça a toujours été ça. Et évidemment, lui donner un cadre pour ce qui est dangereux, pas dangereux, et pour qu'il évolue sereinement et mettre certaines limites, bien évidemment, pour pas qu'il soit complètement inadapté, parce qu'on vit quand même en société et qu'on ne fait pas non plus exactement ce qu'on veut. Il faut respecter quelques règles, mais dans ce cadre-là, il sera libre d'évoluer comme il veut, ouais. Elle est souvent avec moi au studio ici, où elle aime bien taper sur la batterie et tout. Et tout le monde dit ouais, ça va être une musicienne et tout. Je dis bah peut-être pas en fait. En fait, je sais pas. Enfin, je veux clairement pas la forcer à quoi que ce soit, mais si d'elle-même elle a envie de me suivre, je trouverais ça génial aussi. Si d'elle-même elle a envie de faire de la musique et que je peux faciliter ça, c'est trop bien. Moi, je trouve qu'on critique beaucoup les fils d'eux dans le cinéma, dans la musique et tout. Moi, en vrai, je trouve ça trop cool en fait. Enfin, moi, j'aurais adoré que mon père soit capable ou ma mère soit capable de me montrer quelque chose. Après, c'est pas forcé, mais c'est montrer. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'enfant est jeune, on a tendance à oublier que c'est une éponge à ce qu'on lui montre. Et souvent, ce que l'enfant voit, ce qu'on lui montre, c'est nos centres d'intérêt, c'est la façon dont on agit. Par exemple, moi je joue de la guitare et je chante, et ma fille aime chanter, elle aime toucher aux instruments de musique, et c'est quelque chose de chouette. Euh, Ce que je veux, la chose qui est la plus primordiale pour moi, c'est qu'elle n'appréhende pas le monde dans le sens de la peur. C'est-à-dire qu'elle, de lui faire comprendre que c'est simple de se défendre, même si en réalité c'est peut-être pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, l'empêcher ouais, l'empêcher un petit peu d'avoir peur. Si toi, t'as peur, le gamin, il va avoir peur, il n'aura pas de confiance. Je pense, vraiment. Nous, on a eu un père il nous a dit, tiens, il y a un rocher, il y a 3 mètres de haut, regarde, je saute, tu crains rien. Il m'a pas dit, tu peux te blesser, fais gaffe et tout. Il nous l'a dit, mais c'était pas ce qui était prioritaire dans son message. Avant tout, c'était, vas-y, saute, tu vas kiffer. Tu vas voir, la sensation, elle est incroyable. Et donc, du coup, bah, tu le fais, ce saut. Et je pense que c'est valable pour n'importe quoi. Là, je prends un truc très imagé du saut, mais si toi, t'as pas peur, alors l'enfant, il aura pas peur, puis tu lui transmets pas
cette crainte. Les gamins qui sont flippés, c'est parce que souvent, on a nous-mêmes nos craintes. Quand on sent qu'il va tomber, si on est tout le temps derrière, attention, machin et tout, bon bah ouais, lui, ça lui génère une peur. Pareil pour l'autre, t'approches pas de telle personne, ne parle pas, tu vois, du coup il va être hyper méfiant tout le temps. Si tu le laisses aller de bras en bras parce que t'as confiance, en fait, bah lui, il va faire ça. On a une plus grande place parce qu'on est papa ou maman, on a des places différentes par rapport aux liens familiaux. Et après, il y a l'affect, quoi. C'est, voilà, et puis un jour, elles vont avoir une meilleure copine, un meilleur copain, ceci, un cela, et qui vont aussi influer sur leur caractère, alors peut-être pas le caractère, mais leur perception du monde, leur façon d'analyser les choses, et la façon dont elles vivront les différents épisodes de leur vie, les leçons qu'elles en tireront, vont les construire. Et moi, je suis là pour transmettre un certain nombre de choses, et au fur et à mesure de leur vie, j'espère être le truc où elles se disent, bon ben, et ça c'est un truc, voilà, qu'on commence déjà à leur dire. S'il y a un souci, vous en parlez avec papa et maman. Il ne doit pas y avoir de trucs compliqués. S'il y a un souci, vous ne savez pas trop, vous en parlez avec papa et maman, et on ne se prend pas la tête. Il fera vraiment ce qu'il voudra, parce que ça c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde, même aux autres enfants, avec mes nièces, voilà, c'est faites ce qui vous plaît, il ne faut pas faire un métier pour l'argent, si tu vas te faire chier à un moment si tu fais ça que pour l'argent. Il faut faire quelque chose qui te plaît, parce que c'est quelque chose que tu vas faire pendant plus de 40 ans, donc fais un truc qui te plaît. Je pense que c'est une des plus belles choses qui soit. Je pense que tant quand on n'a pas trouvé ça, l'existence peut être difficile. L'existence, de toute façon, est difficile, mais je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de force de réaliser, ou en tout cas d'être sur le chemin de ce qu'on veut être, et on va se sentir aligné. Et j'espère, après j'ai malheureusement aucun moyen d'être sûr que ça arrivera, mais j'espère que ma fille connaîtra ça, ouais. Je souhaite à tout le monde de connaître ça, mais ma fille en particulier, ouais. Si elle a appris à communiquer, à écouter l'autre, à rire avec l'autre, à apprendre à se détacher des choses graves de la vie, même si c'est hyper compliqué. Et j'aimerais aussi qu'elle soit capable de le faire, parce que moi, j'en suis pas toujours capable. Épanoui dans sa vie, bien dans ses bottes, et puis qu'il ait construit sa vie, sa famille, sa petite bulle, qu'il soit heureux, quoi, tout simplement. Donc ce qu'il aurait retenu, s'il est heureux, c'est probablement il aura retenu beaucoup de choses, j'espère, et que j'aurai bien fait mon travail. J'espère que le jour où je serai plus là, il y a encore des choses qu'elles feront, qu'elles diront dans leur vie, ou au moment où elles le disent, ou au moment où elles le font, ou un peu après, elles se diront tiens, ça c'est... je sais d'où ça vient. C'est papa, c'est maman, et ça c'est important, et on veut aussi le transmettre à quelqu'un d'autre, et on veut véhiculer ça. C'est hyper important de témoigner à un enfant le fait qu'on est fier de lui, que c'est bien ce qu'il fait, et que c'est pas grave si il est moins fort que l'autre, ça veut pas dire qu'il est pas bon. Tu vois, c'est hyper important de leur dire ces choses-là. Dire je t'aime, en fait, ça a une valeur, si tu veux, mais les actes sont plus importants que les paroles, quoi. Le tout, c'est de le montrer. C'est d'être bienveillant, c'est d'être délicat, affectueux. Fous l'amour à 1000%. À 1000%. Je crois pas qu'on puisse trop aimer, faire trop de bisous, trop de câlins. C'est ultra important.
de se dire qu'on s'aime. Ouais. Ouais. Ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Le reste, je veux qu'elle soit heureuse et qu'elle rencontre quelqu'un pour qui ce soit un sujet, le fait qu'elle soit heureuse et qu'ils soient heureux à deux. Le reste, c'est la vie et ce sera ce que ce sera. Si j'avais le Covid en 2072, qu'est-ce que je voudrais qu'elle me dise? Je voudrais qu'elle me remercie de lui avoir permis d'être qui elle est, en fait, de lui avoir donné la force, en même temps de lui avoir permis d'être qui elle est. Voilà, je pense que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de trouver qui on est, de trouver notre raison d'être et notre raison d'interagir avec le monde. Bon, j'espère que ce ne sera pas négatif et qu'il ne me dira pas sur mon lit de mort « Je suis content que tu crèves, papa ». Mais non, voilà, que des trucs positifs. Si on est dans une clinique ou un hôpital, qu'elle me dise dis donc papa, j'ai plus de monnaie, ils prennent pas la carte, tu peux m'en filer un petit peu? Non, j'aimerais qu'elle me dise ah bah merci papa, je sais que t'as fait de ton mieux et puis on s'est quand même bien marré. J'aimerais qu'il me dise j'ai pas manqué d'amour papa, quoi. Ça, ouais. Je pense que c'est la... Si je lui ai transmis ça, si je lui ai transmis le fait d'être heureux et de kiffer la vie, bah c'est le principal. D'avoir confiance, d'être bien avec lui-même, d'être heureux. Juste. On aura des coups durs et tout. Moi, c'est la seule chose que c'est. J'ai manqué de rien, merci. Et c'est ce que je dirais à mon père, tu vois. Mais je le dis pas à mes parents, mais c'est quelque chose qu'il faudrait le dire, ouais. Faudrait leur dire. À mon avis, quand on perd un parent, ça laisse un vide parce qu'on se dit merde, qui va remplir ce truc-là, ce vide-là qui m'a donné confiance tout au long de ma vie, qui m'a soutenu. Et j'espère qu'il aura trouvé d'autres personnes pour le soutenir dans sa vie, si c'est plus moi.